Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui fait du bruit, ne serait-ce que par son titre, un peu provocateur. Ne faites plus d'études. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est signé Laurent Alexandre et Olivier Babot. Et ce qui est fascinant, c'est de regarder un peu qui sont les auteurs. On a un chirurgien qui est aussi énarque, le fondateur de Doctissimo. Et un prof d'université, président de l'Institut Sapiens. Exactement. Autrement dit, deux purs produits de l'excellence académique française, quoi. Ah oui, complètement. Deux personnes qui ont magnifiquement réussi grâce au système qu'ils semblent vouloir dynamiter aujourd'hui. Il y a une ironie assez savoureuse là-dedans, quand même. Carrément. Et ils ne font pas dans la dentelle, hein. Leur thèse centrale, elle est radicale. C'est-à-dire. Pour eux, à l'ère de l'intelligence artificielle, notre système d'enseignement supérieur n'est pas juste un peu dépassé. Il est devenu activement contre-productif. Carrément, il enverrait nos enfants au casse-pipe, c'est ça l'idée. C'est ça, l'idée fondamentale, la bombe qu'il lâche, c'est que l'intelligence, qui était une ressource rare, chère, elle devient une commodité, une ressource gratuite, abondante. Une commodité comme l'eau ou l'électricité. Voilà. Et ce basculement, selon eux, pulvérise la valeur même du diplôme. C'est une vision très forte. Les auteurs le disent eux-mêmes. Leur livre est un appel au sursaut. Mhm. Il est né, disent-ils, d'une forme de panique face à l'accélération des technologies. Notre objectif, ça va être de creuser un peu leurs arguments. Est-ce que ce n'est qu'une provocation? Une provocation marketing bien huilée. Voilà. Ou est-ce qu'on est face à un avertissement crucial qu'on aurait vraiment tort d'ignorer? Bon, alors, par où on commence? Pour poser le décor, il commence avec une métaphore qui marque les esprits, qu'ils empruntent à l'historien Yuval Noah Harari. Ah oui, L'IA, c'est comme des milliards d'immigrants à très haut QI qui arriveraient d'un coup sur le marché du travail mondial. c'est une image presque terrifiante. Une immigration cognitive de masse, mais instantanée et complètement invisible. Et les auteurs y filent cette métaphore de manière assez glaçante. C'est-à-dire, Ces immigrants cognitifs, ils n'ont pas besoin de visa, ils ne dorment jamais, ils ne demandent pas d'augmentation, ils font jamais grève. ils travaillent 24 heures sur 24. C'est ça. Et surtout, ils arrivent surqualifiés. Le point clé, il est là. Contrairement à une immigration humaine qui cherche à s'intégrer, celle-ci ne cherche qu'à remplacer. Remplacer, le mot est fort. Le mot est très fort, et ils l'assument. Ils osent parler d'un grand remplacement qui ne serait pas ethnique, mais purement cognitif. Mais ce mot remplacer, c'est bien ça qui compte. On n'est pas dans la collaboration, on est dans la substitution pure et simple. Et si je comprends bien, ça ne reste pas juste au niveau du logiciel, hein. Exactement. Ils décrivent l'étape suivante, qu'ils jugent inévitable. Laquelle? La prochaine vague, c'est l'incarnation. C'est quand ces intelligences vont prendre corps, dans des robots, des humanoïdes. D'accord. Et à ce moment-là, la distinction historique qu'on a toujours faite entre le travail manuel et le travail intellectuel, elle vole en éclats. Il donne un exemple, j'imagine. Oui, et il est très parlant. Imaginez un robot sur une chaîne de montage. Il a la dextérité d'un ouvrier qualifié, Mhm. mais en même temps, dans son processeur, il a les compétences d'un ingénieur de Polytechnique pour optimiser son propre travail en temps réel. On dirait de la science-fiction, mais il présente ça comme imminent. Ça change toute la donne sur la valeur des compétences. Absolument. Et ça conduit à un conseil qui peut sembler être une blague, mais qui est terriblement sérieux. Il vient de Geoffrey Hinton. Un des pères de l'IA moderne, une sommité. C'est ça. Et il dit « Formez vos enfants à la plomberie ». À la plomberie, Oui. L'idée derrière cette provocation, c'est que les compétences manuelles complexes, qui demandent une adaptation constante à un environnement physique, elles seront peut-être, pendant un temps, plus difficiles à automatiser que plein de tâches intellectuelles assez routinières. c'est le monde à l'envers. On a passé des décennies à dire aux jeunes fais des études pour ne pas finir plombier. Et voilà que les gourous de la tech nous disent « surtout devenez plombier ». Alors si on tire le fil, quelles sont les conséquences concrètes de ce grand remplacement cognitif sur le travail? C'est là qu'on touche à ce que les livres appellent une ironie cruelle de l'histoire. C'est-à-dire, Les cols blancs, les cadres, les professions intellectuelles, tous ceux qui se pensaient à l'abri, protégés par leur diplôme. eh bien, ils sont en première ligne. Exactement. En fait, ils sont en première ligne de la vague, bien plus que l'artisan ou l'ouvrier qualifié. Et pourquoi eux en particulier? Qu'est-ce qui les rend si vulnérables? C'est un point central et, je trouve, le plus angoissant du livre, surtout pour les jeunes. D'accord. Les auteurs pointent la disparition programmée des postes de juniors. Ah oui, Pensez-y, toutes ces tâches d'entrée de carrière, celles par lesquelles on apprend le métier. faire des recherches, des synthèses, préparer des PowerPoint. Voilà, analyser des données de base. C'est précisément ce que l'IA fait déjà, mieux, plus vite.
et pour un coût ridicule. Et ça pose une question, oui. Une question existentielle pour le monde du travail. Une question vertigineuse qu'il formule comme ça. S'il n'a plus besoin de junior, comment devient-on senior? C'est une excellente question. Si on supprime la première marche de l'escalier, comment est-ce qu'on atteint le sommet? C'est tout le système d'apprentissage par l'expérience qui risque de s'effondrer. Et le livre appuie ça avec des chiffres, j'imagine, pour ne pas rester que dans la théorie. Oui, et ils sont assez frappants. Il cite une statistique. Pour la première fois aux États-Unis en 2025, le taux de chômage des jeunes diplômés entre 22 et 27 ans a dépassé la moyenne nationale. Quand même! Mais ce qui est encore plus parlant, c'est que ça touche le sommet de la pyramide. C'est-à-dire? Les prestigieux MBA de Stanford, qui garantissaient un job quasi automatique, Oui. voient leur taux de placement chuter. De 91% en 2021 à seulement 80%. Attendez, même Stanford. Le Graal absolu. Mais on est sûr que c'est l'IA la cause et pas juste une conjoncture économique un peu difficile? C'est une excellente question. Et il l'anticipe. Il ne nie pas les effets de conjoncture, bien sûr. D'accord. Mais ils soutiennent que c'est un signal faible d'une tendance de fond beaucoup plus lourde. Les entreprises se rendent compte qu'elles peuvent automatiser une grande partie des tâches qui étaient confiées à ces jeunes diplômés hors de prix. Mais attention, ça ne veut pas dire que le travail va disparaître. Non, c'est la vision simpliste. Le message n'est pas ça. Il va muter, radicalement. D'accord. On va passer, disent-ils, de l'exécution à l'orchestration. L'orchestration. Oui, l'humain ne sera plus un rouage qui exécute, mais le chef d'orchestre, qui pose les bonnes questions à la machine, qui pilote des essais MDA spécialisés. Et on voit déjà de nouveaux métiers émerger. Ah oui, leur nom semble sorti d'un roman de science-fiction, quoi. Prompt Engineer, AI Ethicist. C'est vrai? C'est vrai. Agent coach. Mais ils sont bien réels. On n'est plus dans l'économie du savoir, mais dans l'économie de la pertinence. Tout ce constant sur la dévalorisation des compétences, ça nous ramène au titre « Ne faites plus d'études ». On y revient. Ils s'attaquent frontalement à l'université. Frontalement, c'est le mot. Pour eux, l'université était déjà en ruine bien avant l'IA. Ah oui? Ils la décrivent comme une institution sclérosée, déconnectée du réel, qui produit une inflation de diplômes dévalorisés. Ils ont une image pour ça, je crois. Oui, une comparaison historique très forte. Ils comparent nos diplômes aux assignats. La monnaie de la Révolution française. C'est ça. Cette monnaie de papier qui, à force d'être imprimée, a fini par ne plus rien valoir. C'est d'une violence rare comme image. Dire que nos masters sont des assignats, ils vont même plus loin, je crois, sur la baisse de niveau. Oui, ils citent des études, surtout américaines, qui suggèrent que le QI moyen des étudiants serait en baisse. Mais au-delà de ça, le vrai danger qu'ils identifient avec l'IA, c'est ce qu'ils appellent l'abdication cognitive. L'abdication cognitive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que l'accès permanent et sans effort à une réponse toute faite, ça nous pousse à la paresse intellectuelle. D'accord. Pourquoi faire l'effort de mémoriser, de raisonner, quand une machine le fait pour nous en une seconde? C'est le syndrome du GPS. On l'utilise tous, mais on est devenu incapable de mémoriser un trajet. C'est très vrai. Ils ont une anecdote pour illustrer ça? Oui, celle du chauffeur de Max Planck. Racontez. Max Planck, le physicien, faisait le tour de l'Allemagne en donnant toujours la même conférence. À force, son chauffeur la connaissait par cœur. Un jour, il propose à Planck d'échanger les rôles. Le chauffeur récite la conférence à la perfection, D'accord. mais à la fin, un scientifique dans la salle pose une question très pointue. Le chauffeur, décontenancé, a cette réponse de génie. « Je suis surpris qu'un esprit aussi brillant que le vôtre pose une question si simple, que même mon chauffeur pourrait y répondre. » Et il passe la parole à Planck. C'est excellent. Et c'est la différence fondamentale entre la connaissance réelle, profonde, et ce que le livre appelle la connaissance chauffeur, réciter sans comprendre. Le risque, c'est que l'IA fasse de nous tous des chauffeurs de Max Planck. Et est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de cet effet? De cette fameuse abdication? Et donc? L'usage intensif de l'IA entraîne ce qu'ils appellent une dette cognitive. Concrètement, c'est une chute de 47% des connexions neuronales mobilisées. 47%, c'est énorme. On pense utiliser un outil pour s'augmenter et en fait, on atrophie notre propre cerveau. C'est le paradoxe ultime. On va plus vite, mais on devient littéralement moins intelligent. C'est exactement ça. Et le point le plus important, c'est que cet effet n'est pas du tout uniforme. Comment ça? L'IA agit comme un amplificateur d'inégalités. Pour celui qui a déjà des connaissances solides, un esprit critique, l'IA est un levier extraordinaire, un exosquelette pour le cerveau. Il devient encore plus performant. Voilà. Mais pour celui qui part avec des bases fragiles, l'IA devient une béquille qui l'empêche de muscler sa propre pensée. Elle l'affaiblit. Elle le rend dépendant.
Donc l'IA n'est pas un grand égalisateur, comme on a pu le croire, mais au contraire un multiplicateur d'inégalités cognitives. C'est ça. On va vers une société à deux vitesses, ceux qui pilotent les IA et ceux qui sont pilotés par elles. Le tableau est apocalyptique. J'espère qu'il ne nous laisse pas comme ça. Quelle est la porte de sortie, selon eux? Heureusement, oui. La deuxième moitié du livre est consacrée aux solutions. Et là aussi, leur proposition, c'est un changement de paradigme radical. D'accord. Il faut cesser de se penser comme un élève ou un employé et se concevoir soi-même comme une start-up cognitive. Une start-up cognitive. Ça sonne très Silicon Valley, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un peu l'idée. Il ne s'agit plus d'être une entité passive qui accumule un stock de connaissances validé par un diplôme. Il faut devenir plus proactif. Il faut se voir comme une unité stratégique, autonome, agile, en perpétuelle adaptation. L'objectif n'est plus d'accumuler des savoirs standardisés, mais de cultiver ce qu'ils appellent sa non-substitutionnabilité. Sa non-substitutionnabilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire développer les compétences, l'égalité, que l'IA ne peut pas encore, répliquer. Et il donne des pistes concrètes? Oui, le livre se termine sur une série de 14 commandements pour l'étudiant de l'ère IA. Ce sont des conseils très pratiques. Par exemple? Le premier conseil, apprenez à dialoguer avec les machines. Il faut devenir un chef d'orchestre d'intelligence, pas un simple utilisateur. D'accord, ça semble logique. Un autre? Le deuxième est beaucoup plus surprenant. N'apprenez pas à coder. Ah bon? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous répète depuis 10 ans. Complètement. Leur argument est simple. L'IA va bientôt coder bien mieux que 99% des humains. Il est donc plus crucial de former son esprit critique pour savoir quoi demander à la machine plutôt que comment elle le fait. C'est un sacré contre-pied. J'en veux un troisième. Montrer des preuves de travail. Ils affirment qu'aujourd'hui, un portfolio, un blog bien argumenté, un profil GitHub actif, ça a beaucoup plus de valeur pour un recruteur qu'un diplôme sur un CV. Le diplôme certifie une promesse, le portfolio prouve la compétence. C'est exactement ça. Et le dernier que je trouve particulièrement puissant, rester incarné. Ah, celui-là me parle. Dans un monde de plus en plus virtuel, le corps redevient central. Exactement. La présence physique, la capacité à prendre la parole, à convaincre, le charisme, tout ce qui relève de l'interaction humaine non médiatisée devient selon eux une compétence de luxe. C'est le refuge de notre humanité, en quelque sorte. C'est le refuge de notre non-substituabilité. Il y a une nouvelle philosophie qui se dessine derrière tout ça. On dirait qu'ils inversent complètement le modèle traditionnel. C'est une inversion totale. La nouvelle devise pourrait être « l'action doit précéder la formation ». C'est-à-dire? Autrefois, la logique c'était « on étudie 5 ans, on acquiert un savoir, et ensuite on va travailler ». Mhm. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut commencer par travailler, créer, tester des projets, publier, pour découvrir ce qu'il est pertinent d'apprendre. Le savoir n'est plus un prérequis dans un amphi, c'est une ressource dynamique qu'il faut attraper en mouvement. Donc, si on synthétise, le message de « ne faites plus d'études » n'est pas du tout un appel à l'ignorance, bien au contraire. Non, pas du tout. C'est un plaidoyer pour un apprentissage beaucoup plus exigeant, permanent, agile et surtout autodirigé. C'est tout à fait ça. Finalement, ce n'est pas une critique de l'étude en soi, mais une charge contre un système de formation qui a été pensé pour un monde qui n'existe tout simplement plus. Voilà. Les auteurs sont les premiers à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses. Leur but, c'est de sonner l'alarme, de créer un électrochoc. D'accord. Ils se disent eux-mêmes stupéfaits que ce débat sur la refondation de l'éducation n'ait pas encore lieu avec l'urgence qu'il mériterait. C'est un appel à une réinvention totale de notre rapport à la connaissance. Et pour terminer, le livre propose une dernière idée à méditer, une piste qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Ah oui. Les auteurs suggèrent de créer de nouveaux droits pour l'étudiant du futur. L'un d'eux serait le droit à la portabilité cognitive. La portabilité cognitive. C'est une notion fascinante et un peu effrayante. Expliquez-nous. L'idée serait de pouvoir transférer tout son historique d'apprentissage, ses interactions, ses prompts, d'une IA à une autre. Un peu comme on garde son numéro de téléphone quand on change d'opérateur. C'est exactement ça. On deviendrait propriétaire de son double cognitif. Mais ça soulève une question philosophique immense pour l'avenir, et c'est là-dessus qu'on va laisser nos auditeurs réfléchir. Si notre pensée, notre mémoire, notre apprentissage sont constamment augmentés, assistés, archivés par des IA externes, à qui appartiennent réellement nos idées? Qu'est-ce que l'identité intellectuelle quand elle est co-construite en permanence avec des algorithmes qu'on ne maîtrise pas et qui appartiennent à une poignée de multinationales? La question n'est plus seulement que faut-il apprendre, mais qui sommes-nous en train de devenir ?